africainement en exclusivité. Monsieur, madame, bienvenue à tous. Ouvrons notre antenne africaine avec l'Ouganda, où on parle justement d'au moins 11 morts dans l'explosion d'un camion citerne. En Ouganda, au moins 11 morts ont été retrouvés sur le lieu de l'explosion d'un camion citerne mardi dans la localité de Kigogwa, à 25 km au nord de Kampala. Selon la police, les victimes tentaient de siphonner de l'essence qui fuyait du camion renversé après un accident. L'incendie qui a suivi a détruit 4 bâtiments, incluant 9 magasins, causant du dégât matériel important et un bilan immense tragique. Il s'agit d'un accident isolé impliquant un camion de citerne circulant sur la route des Bombo. Nous n'avons pas encore déterminé si la cause de l'incident est liée à une défaillance du véhicule ou à une erreur humaine du conducteur. L'accident se produit à cet endroit, provoquant une fuite de carburant. Il est malheureux que des personnes soient allées chercher le carburant. Étant hautement inflammable, le carburant a pris feu, apparemment en raison d'une femme qui grillait du maïs à proximité. Il y a également de maisons et de magasins tout autour, ce qui a aggravé la situation avec la quantité importante de carburant qui s'écoulait. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore en mesure de déterminer précisément l'origine de l'incendie, a souligné Moses Nanoka, commandant de la police du district Kampala Metropolitan North. Selon la police, le camion citerne avait quitté Kampala pour se rendre à Gulu, dans le nord de l'Ouganda, en trajet d'environ 650 km. Cet accident survient peu de temps après une tragédie similaire au Nigeria le 15 octobre qui avait causé la mort de plus de 170 personnes. Des accidents similaires ont déjà eu lieu en Ouganda en août 2019. 19 personnes avaient été tuées lorsqu'un camion citerne avait percuté de véhicules avant de s'embraser dans une ville de l'ouest du pays. On parle maintenant, messieurs et dames, des élections au Mozambique où les observateurs signalent des irrégularités. Les observateurs électoraux de l'Union européenne ont signalé des irrégularités dans les élections au Mozambique, alors que le pays attend l'annonce de résultats officiels de cette semaine, dans un contexte des protestations de partisans de l'opposition et de l'assassinat récent de 2 figures importantes de l'opposition. La mission d'observation de l'UE a déclaré mardi que certains de ces 179 observateurs électoraux déployés dans le pays avaient été empêchés d'observer les processus de tabulation dans certains districts, provinces et au niveau national. La mission également a constaté une altération injustifiée de résultats électoraux dans certains bureaux de vote. La MOE-EUI, mission d'observation électorale, a continué à observer les processus électoraux, bien que les observateurs de l'UE aient été empêchés d'observer les processus de tabulation dans certains districts et provinces, ainsi qu'au niveau national. À ce jour, la MOE-EU a constaté des irrégularités lors du dépouillement ou de modifications injustifiées de résultats électoraux au niveau des bureaux de vote et des districts, a déclaré l'observateur en chef Laura Balarin dans un communiqué publié mardi. Laura Balarin a appelé les organes électoraux du pays à mener le processus de tabulation de manière transparente afin de garantir la crédibilité des résultats des élections. La publication de résultats désagrégés par bureau de vote n'est pas seulement une question de bonne pratique, mais aussi une garantie solide pour l'intégrité des résultats, a déclaré Madame Balarin. Nous allons quitter, messieurs et dames, le Mauritanie pour justement atterrir à Tunisie. On parle de nouvelles peines de prison pour Ayachi Zamel, ex-candidat à la présidentielle. Ayachi Zamel, ancien candidat à la présidentielle du 6 octobre en Tunisie, a écopé de nouvelles peines de prison lundi soir, portant à 31 ans de détention. Les condamnations
à son encontre pour des affaires liées au parrainage et dont ses avocats nient la véracité. Le processus contre Ayachi Zamel n'en finit plus. Cette fois-ci, c'était au tour du tribunal de première instance des Kairouan au centre de la Tunisie de condamner l'ancien candidat à la présidentielle dans 3 affaires séparées liées au parrainage. La nouvelle peine est d'1 an et 8 mois de prison pour chaque affaire, ce qui augmente donc cette peine de 5 ans au total, a rapporté son avocat. Ces 3 frères qui étaient actifs dans sa campagne pour la présidentielle sont également poursuivis par la justice dans ce même affaire. Ils ont aussi été condamnés à un total de 5 ans de prison chacun. Selon son avocat maître Abdesattar Messoudi Ayachi Zamel, qui doit comparaître jeudi devant le tribunal de première instance de Manouba, près de Tunis, dans une autre affaire liée aux falsifications du parrainage, a accumulé jusqu'à maintenant 31 ans de prison. Au total, 37 poursuites séparées ont été lancées en son encontre dans tout le gouvernement, d'après son avocat. Ayachi Zamel, en détention depuis début septembre, ce qui l'a empêché de faire campagne, n'a obtenu que 7,35% de voix lors de l'élection remportée haut la main, 90,7% de voix par le président sortant Kais Saied dans un contexte d'abstention. Pour ce scrutin, le parrainage était particulièrement difficile à réunir selon les experts. Il fallait soit 10 000 signatures d'électeurs ou 10 parrainages de parlementaires ou des 40 élus des collectivités locales. L'industriel de 47 ans et l'ancien député avaient été arrêtés le 2 septembre, le jour même de la confirmation de sa candidature par l'autorité électorale ici. Des formations de gauche et des personnalités proches de l'ancienne majorité parlementaire lui ont apporté leur soutien. Début septembre, l'Union européenne avait déploré une limitation continue de l'espace démocratique en Tunisie, dans une réaction à l'arrestation d'Ayachi Zamel et l'exclusion par l'ISI des 3 autres concurrents jugés particulièrement dangereux pour le président Saied. On parle maintenant, chers mes personnes, de la Côte d'Ivoire. La commission électorale simplifie le démarche pour enrôler plus d'électeurs. En Côte d'Ivoire, l'opération de révision de liste électorale a démarré samedi. Elle dure 3 semaines jusqu'au 10 novembre, une étape d'importante en vue de la préparation de la présidentielle d'octobre 2025. Mardi, le président de la commission électorale indépendante était face à la presse pour vulgariser le mode d'emploi de cette étape administrative et tenter d'enrôler davantage d'électeurs. En Côte d'Ivoire, la liste électorale compte actuellement près de 8 millions d'électeurs. La commission électorale indépendante CEI espère à enrôler 4,5 millions supplémentaires. Pour ce faire, plusieurs démarches administratives ont été simplifiées, afin d'encourager les citoyens. Ainsi, parmi le justificatif à fournir, le certificat des nationalités est désormais gratuit. Autre point sensible, celui des électeurs radiés de la liste car déchus de leurs droits civils et politiques, interpellés sur le cas de l'ancien président Laurent Gbagbo, le président de la CEI brandit la liste des personnes radiées fournie par le ministère de la Justice. Ce n'est pas une affaire personnelle, assure-t-il, la CEI ne fait que suivre le procédure. Le traitement va consister justement à vérifier la liste des données collectées avec la liste que le ministère de la Justice nous remet pour ce qui concerne les personnes déchues de leurs droits civils et politiques. Nous ne faisons pas de stigmatisation, affirme-t-il. La révision des listes doit durer 3 semaines. De vite, ensuite, une période d'analyse des données pour aboutir à la publication des listes provisoires et d'une période de contentieux. En tout, ce processus peut durer jusqu'à 7 mois avant la publication de la liste définitive. C'est maintenant le temps
du Rwanda, messieurs et dames. Les survivants du génocide témoignent contre un accusé en France. Des photos des familles de certaines personnes décédées sont exposées au centre mémoratif du génocide de Kigali, à Kigali, au Rwanda, le 5 avril 2014. Le bal fuse, puis des hommes armés des machettes et de gourdins ont fait irruption dans certains couvents où les gens avaient retrouvé refuge, tuant presque plus les garçons et les hommes. Angélique Ouamahoro avait 13 ans au moment du génocide de 1994 au Rwanda. Elle raconte qu'elle a dû traverser les cadavres pour survivre. 3 décennies plus tard, elle a raconté son histoire mardi devant le tribunal de Paris, où un ancien médecin est jugé pour son rôle présumé dans le massacre de plus de 800 000 membres de la majorité Tutsi et des Hutus modérés qui ont tenté de les protéger. Parmi les morts figurent certains membres de la famille d'Ouamahoro. Elle a déclaré qu'elle était venue au tribunal pour demander justice pour mon peuple, qui est mort pour ce qu'il était. L'accusé Eugène Roy-Michaud, un ancien médecin de 65 ans qui doit répondre du génocide, des complicités, des crimes contre l'humanité et des conspirations en vue de préparer ces crimes. Il a nié tout acte répréhensible. S'il est reconnu coupable à l'issue du procès qui a débuté ces mois-ci et doit s'achever la semaine prochaine, Eugène Roy-Michaud risque la prison à vie. Plusieurs témoins se sont rendus à Paris et ont donné des descriptions graphiques de tueries dans la région de Boutari où s'est trouvé Roy-Michaud à l'époque. Lundi, une autre survivante, Immaculée Mukampangwa, a décrit les attaques contre les civils Tutsis qui s'étaient rassemblés dans un séminaire. Nous ils ont attaqué en utilisant la même méthode, d'abord la machette sur le dessus de la tête, puis la gorge, puis le cheville, a-t-elle déclaré. L'accusé Roy-Michaud est accusé d'avoir diffusé de la propagande anti-Tutsi et d'avoir supervisé des opérations visant à enterrer des victimes dans de fausses communes, a déclaré l'accusation. L'ancien médecin a déclaré que son rôle dans les enterrements dans des fausses communes n'était motivé que par des considérations liées à l'hygiène et a nié que de survivants aient été enterrés vivants. On va, messieurs et dames, à présent parler du Ghana. Le Parlement suspendu pour une durée indéterminée à cause d'un différend juridique. Le Parlement ghanéen est plongé dans une impasse politique à moins de 2 mois des élections générales du pays. Mardi, l'Assemblée nationale a suspendu ses travaux jusqu'à nouvel ordre à la suite d'un différend juridique concernant la décision du président du Parlement de déclarer vacants 4 sièges parlementaires. L'Assemblée nationale, paralysée par une bataille judiciaire au Ghana. La crise a éclaté la semaine dernière lorsque 4 députés ont annoncé leur intention de se présenter aux prochaines élections générales du 7 décembre sous une étiquette indépendant. Dans les 4 sièges laissés vacants, 3 sont issus du MPP, le parti au pouvoir, et 1 du NDC, le principal parti d'opposition. Le président de l'Assemblée, Alban Bagbin, a alors déclaré leur siège vacant car selon ce dernier, la loi ghanéenne interdit tout changement du parti en cours du mandat. Cette décision a provoqué la colère du NPP qui contexte cette interprétation. Le parti a donc saisi la Cour suprême la semaine dernière. Celle-ci a alors demandé à Alban Bagbin de suspendre le retrait des 4 députés, mais cela n'a pas été respecté. Le NDC, pour sa part, soutient que la Cour ne doit pas s'immiscer dans les affaires parlementaires. Quant au NPP, il a accusé le président du Parlement, membre du NDC, d'impartialité, car sa décision de rendre les 4 sièges vacants renverse la majorité en faveur de l'opposition qui passe à 136 sièges contre 135 pour le NPP. C'est ici, messieurs et dames, que nous mettons un terme aux actualités chaudes africaines dont nous vous avons livré à ce numéro. Portez-vous bien et on se raccroche. À très vite.